Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Merci de me rejoindre. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du leadership quantique. J'ai assisté il y a quelques jours à une conférence donnée par Chris Laszlo dans le cadre d'une association qui s'appelle Edgewalker et dont je vous donnerai les coordonnées à la fin de la présentation. Et j'ai trouvé intéressant de vous résumer cette présentation qui montre que le leadership est actuellement en train d'évoluer. Alors quand je dis leadership, c'est au sens large, hein, nous sommes tous des leaders de notre propre vie. Donc c'est chaque fois que vous devez prendre une décision, vous devenez leader. Donc c'est à l'ensemble des personnes qui ont des décisions à prendre comme parents, comme chefs d'entreprise, comme hommes politiques que je m'adresse ici plus particulièrement, pour leur dire que les styles de leadership sont en train de changer et vous montrer comment ils sont en train de changer. Alors pourquoi cette présentation ? Je vous ai dit que les modes de leadership sont en train de changer, mais ce n'est pas neutre. En fait, il y a un changement sociétal global qui est en train de se produire. Et donc, bien évidemment, ce changement sociétal se répercute sur toutes les personnes et tous les systèmes qui doivent prendre des décisions et qui sont en charge d'un pouvoir quelconque. Alors, pourquoi le leadership quantique? En fait, nous allons nous inspirer des évolutions de la science et notamment de la science physique actuellement pour nous aider à analyser la nature du changement qui est en train de se produire. Alors bien sûr, comme vous le savez, là je vais prendre plus particulièrement l'exemple du monde économique et donc du monde des chefs d'entreprise, mais encore une fois, cette présentation peut être étendue à toutes les personnes et organisations qui ont des décisions à prendre et qui sont en charge d'un certain pouvoir. Donc nos modèles de développement, et vous le savez, dans les pays de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis et de l'Amérique du Nord, notre modèle de développement a eu certainement un impact positif sur la société. Vous savez que le taux de mortalité a diminué, on a plus de bien-être, on accède à un certain niveau de confort, tout au moins dans cette partie du monde. Il y a plus de richesse, longévité du durée de la vie, mais aussi santé, puisqu'on arrive à des âges beaucoup plus avancés dans une forme nettement meilleure que ça l'était il y a quelques même dizaines d'années. Donc maintenant, comme vous le savez aussi, cette croissance et ce développement de bien-être a des effets négatifs, que ce soit pour la société ou la planète au sens le plus large. Accroissement des inégalités, problèmes d'environnement, j'en passe et j'en passe. Donc il y a beaucoup plus de pauvreté. Donc cette croissance a un coût et un coût collatéral qu'il est devenu difficile de supporter puisque la planète elle-même est en danger. Donc on a besoin d'un nouveau paradigme. Alors quand je dis paradigme, c'est un ensemble de valeurs, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir les choses. Il faut absolument remettre à plat nos modèles culturels, nos modèles sociologiques, pour revoir un modèle qui nous conviendrait mieux et qui permettrait d'avoir moins de nuisances et plus d'impact positif, en intégrant par exemple, et ce n'est qu'un exemple, mais il est vraiment parlant, les objectifs, par exemple, du millénaire qui ont été rédigés par les Nations Unies, les 21 objectifs, je vous invite d'ailleurs à découvrir, et qui font partie d'une vision d'un monde beaucoup plus équilibré et beaucoup plus équitable. Alors l'histoire du leadership, quelle était son évolution au fil du temps? C'est pour vous montrer que toute société évolue de façon plus large et pour savoir un peu où nous en sommes ici et maintenant. Donc l'évolution du leadership et de la société de façon générale. Donc avant les années 70, nous étions ici, on parlait beaucoup de performance, on parlait beaucoup de maximisation du produit, d'efficacité, le langage était assez guerrier d'ailleurs, hein, et la forme de leadership était basée sur la peur et la hiérarchie. Le chef avait raison, il fallait écouter le chef, l'archétype étant
Encore une fois, là, par exemple, les systèmes militaires, c'était un petit peu ça, on parlait que de performance. Années 70-80, bascule, hein, après les années 68, une bascule se produit dans le monde du leadership et le monde de la société en général. On va parler d'efficience, on va tenir compte bien sûr du profit des actionnaires, mais aussi des parties prenantes, c'est-à-dire des salariés. Donc, où on va commencer à se rendre compte que ce n'est pas un coût, mais peut-être une ressource. Et là, on va mettre en place pas mal d'incentives, on dit en anglais d'incitations, comme les stock options, pour que les gens travaillent mieux. Il faut les convaincre qu'ils travaillent mieux, que c'est dans leur bien, que c'est pour leur bien. Et là, on bascule tout de même à un élargissement, on tient donc plus non seulement compte des actionnaires, mais aussi des salariés de l'entreprise. 1980 aux années 2000, vingtaine d'années, et là on rebascule de nouveau, le monde s'élargit, chute du mur de Berlin, on s'aperçoit qu'il y a différentes cultures, les gens voyagent de plus en plus, Internet commence à émerger, multiplie les connexions entre les pays et l'accès à un autre type de connaissances, donc le monde bascule de nouveau. Et là, on va parler de compassion. Alors, compassion dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut surprendre, mais on a cet aspect, pour ceux qui connaissent un petit peu toutes les théories kabbalistes, on a deux piliers, donc, et l'objectif est de réaliser l'équilibre entre ces deux piliers. On a un pilier de la rigueur, hein, tout ce qui était de ce côté-là, hein, qui est beaucoup plus guerrier. Là, par contre, et bascule, et là, on va parler surtout de compassion. On va passer sur l'autre pilier. Donc, et là, on va parler du consommateur, le consommateur roi, c'est lui il faut être au service des consommateurs, et donc l'entreprise va se mettre au service d'eux, surtout du consommateur, de l'individu en général, hein, et surtout du consommateur. Nouvelle bascule, début des années 2000, et là on se situe ici, et là on bascule dans quelque chose de beaucoup plus large, et on prend conscience des problèmes de l'environnement, on prend conscience que l'entreprise est un acteur parmi tant d'autres non seulement dans l'apport du bien-être comme acteur comme acteur du bien-être dans les individus, mais aussi comme porteur de nuisances au niveau de l'environnement. Donc l'entreprise devient un acteur au niveau mondial. On a une internationalisation d'ailleurs des entreprises, hein. On a aussi une globalisation, une uniformisation des méthodes de management. La conscience s'élargit, on se rend compte qu'il y a une terre avec des ressources limitées, et donc l'entreprise doit participer à cette gestion des ressources au niveau mondial, et c'est là que le leadership quantique apparaît. Alors c'est pas un hasard, hein. Là, les premières théories quantiques datent du début du XXe siècle. Malheureusement, elles se sont heurtées au matérialisme et à certains blocages dans le monde universitaire et scientifique, qui ne pouvaient pas croire que le quantisme, la physique quantique pouvait exister tellement les conclusions étaient bizarres par rapport à ce qu'on croyait à l'époque. Même Einstein s'y est opposé malgré toute son intelligence. Donc les sciences quantiques qui ont commencé à émerger au début du XXe siècle n'ont été prises véritablement en considération avec toutes les conséquences que cela pouvait amener qu'au début du XXIe siècle, soit un siècle plus tard. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la spirale dynamique de Graves, qui est un modèle qui a été développé par Graves, nous en sommes ici. On a franchi ces trois piliers. Alors, bien entendu, il reste encore des représentants de chaque pilier, des représentants de chaque niveau, hein. On a franchi ces trois niveaux plutôt, ce ne sont pas des piliers, ce sont des niveaux. Donc on a franchi ces trois niveaux, on serait quelque part par là, quoi. La société serait une mosaïque de personnes qui se situeraient majoritairement à ce niveau-là. Bien sûr, on a des personnes qui se situent au niveau tribal, et on a au niveau tribal qui est ici, magique, etc. Et on a des personnes qui se situent à un niveau extrêmement développé de détachement, hein, je pense aux bouddhistes, etc. Mais la majorité des personnes, nous situerons là en termes de développement sociétal. C'est-à-dire qu'on va passer d'une société opportuniste, hein, qui
qui fait tout pour atteindre le succès, surtout le succès matériel, la richesse. On commence à se poser des questions sur le fait d'atteindre cette richesse et de voir que cela provoque des nuisances. Le système écologique s'est mis en place. Malheureusement, ça n'a pas fait grand-chose parce que le problème du système, des systèmes de la zone verte, c'est qu'ils recherchent l'harmonie à tout prix et sont assez peu combatifs, donc ils sont anti-hiérarchie, mais ont permis tout de même la remise en cause du niveau 5. Et maintenant, nous arriverions ici au niveau 7, donc quelque chose qui va intégrer des valeurs individuelles, qui va prendre en compte ce que chaque individu a apporté, mais dans un système beaucoup plus global, beaucoup plus général, qui est celui du niveau de la planète Terre. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur la spirale dynamique pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de ce modèle qui nous permet de comprendre où nous en sommes actuellement. Bien sûr, comme tous les modèles, il a ses limites, mais il permet de comprendre les façons de penser de différentes personnes à un moment donné dans une seule société. Et donc, nous arrivons au leader de demain. Alors, le leader de demain, quel sera-t-il? Quelle est sa description? Comment y arrivera-t-il à devenir un leader, ce qu'on appelle un leader quantique? Le terme n'existe pas, je l'ai inventé. Donc, élévation du niveau de conscience, comme je vous le disais, il a le leader quantique, qui peut être un parent, encore une fois, qui peut être le leader, c'est aussi tous les parents sont en charge du développement de leurs enfants et agissent comme leaders, comme chefs d'entreprise, entre guillemets, vis-à-vis de leurs enfants. Élever un enfant, c'est une entreprise en soi-même. Mais ça peut être aussi et surtout les hommes politiques. On rêverait d'un homme politique qui sorte des schémas habituels et qui ait une façon de penser différente de ce qu'on leur a appris à l'école. Donc, plus de conscience, une approche holistique. Alors quand je dis holistique, c'est qu'ils tiennent compte de la complexité actuelle, complexité au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie, au niveau de la politique. Tous les États sont enchevêtrés. Vous avez vu avec la guerre entre les États-Unis et la Chine, le monde entier subit les conséquences de ce genre de défis moyenâgeux entre deux pays. Donc une approche beaucoup plus holistique, beaucoup moins mécaniste, matérialiste, en disant je pense surtout aux théories économiques qui disent si j'augmente la demande, voilà, il y aura moins de chômage, etc. Une vue beaucoup moins mécaniste et beaucoup moins matérialistique que ça l'était jusqu'alors. Donc une plus grande conscience, bien sûr, plus de recherche de sens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader? Quelle est ma responsabilité? Quelles sont mes valeurs? Sur quoi est-ce que je vais m'appuyer? Qui suis-je? Qui suis-je pour être un leader? Comment est-ce que je vais faire pour me connaître mieux moi-même et pour mieux développer mon écoute? Donc plus de connectivité avec les autres, plus d'écoute. Le mot-clé ici, c'est intuition et écoute, les deux mots-clés. Donc plus d'écoute, plus d'intuition. Comme je vous le disais à la fin, le leadership s'appuie sur l'expérience intuitive directe, c'est-à-dire confronté aux événements, il va ressentir quelque chose et agir en conséquence. Ça veut dire qu'il se connaît assez, il connaît assez ses valeurs sur lesquelles il va s'appuyer pour agir. Alors, comment arriver à ce profil de leader du futur? Par des pratiques expérientielles. Alors, on parle de pratiques expérientielles, c'est-à-dire qu'il faut toucher l'expérience, il faut avoir des activités réelles. On va parler de pratiques intégratives, c'est-à-dire développement dans les plutôt les 4 parties qui composent l'être humain, à savoir le corps. Être en forme tout de même, faire de la médecine préventive, être bien dans sa tête, se renseigner, être curieux, donc ça c'est toute l'approche cognitive, le cerveau, l'intelligence, le quotient intellectuel dont on parle, mais qui est surtout basé sur la curiosité. Ensuite, l'expérience émotionnelle, quand vous avez une émotion, l'analyser, savoir ce qui se passe, pourquoi une émotion, qu'est-ce que ça touche en vous. Développer cette écoute de soi-même au travers de l'émotion. L'émotion est toujours le signe qu'il y a quelque chose qui vous impacte. Donc pourquoi est-ce que ça vous impacte? Ça vous permet de définir quelle valeur a été touchée
en bien ou en mal, hein, bien sûr, il n'y a pas de connotation de bien ou de mal dans ce que je dis, hein, c'est toutes les émotions heureuses ou malheureuses que auxquelles vous pouvez être confronté. Et le quatrième, bien sûr, c'est le développement spirituel. Et là aussi, je vous invite à regarder mes différentes vidéos sur l'intelligence spirituelle et comment la développer. L'intelligence spirituelle, je vous le rappelle, c'est la recherche du sens. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon chemin de vie? Donc quelque chose de plus large, de plus transcendant. Mais encore une fois, je vous invite à regarder mes vidéos sur l'intelligence spirituelle. Donc toutes ces pratiques, ces pratiques dans ces 4 domaines, et les 4 doivent avancer ensemble, hein, ce ne sont pas, je ne vais pas devenir un super cerveau, un super analyste d'émotions, non, non, les 4 pratiques doivent fonctionner ensemble pour changer de comportement, bien sûr, s'aligner sur ses valeurs personnelles et celles de son environnement, et développer sa connectivité, hein, c'est-à-dire ses relations intrapersonnelles. La communication, dès que vous comprenez comment vous fonctionnez, vous allez être aussi plus à l'écoute des autres. Alors, il y a plein de pratiques qui peuvent être faites, hein, il y a des centaines de pratiques. Hein, je sais pas, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire de l'écriture automatique, tenir votre journal, écrire, peindre. L'art est un excellent support, bien sûr, de pratiques expérientielles pour développer toutes ces qualités, pour se connaître soi, mais pas seulement. Hein. Donc, il y a plein de livres qui sont là-dessus, et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez savoir comment mettre en place certaines pratiques expérientielles dans chacun des 4 domaines. Alors, pourquoi la physique quantique? Alors, la physique quantique, je vous l'ai dit, est apparue il y a pratiquement un siècle. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte? Alors, sans rentrer dans le détail de la pratique de la physique quantique, dont je suis loin d'être un expert, hein, par contre, je vais vous résumer les principales constatations qui avaient été faites à l'époque et qui avaient beaucoup perturbé les scientifiques de l'époque, au point qu'ils n'ont pas voulu entendre parler pendant un certain temps. Donc, nous serions dans un champ d'information, un champ d'énergie, un champ quantique, hein, qui est formé de particules, hein, particules élémentaires, toutes reliées entre elles. Donc, ces particules forment un champ d'information en forme d'énergie interconnectée et qui représente un champ de potentialité. Imaginez donc une espèce de réservoir d'information immobile, un champ d'information immobile ou un champ d'énergie immobile. Donc, et de là, tout peut arriver, tout peut surgir. C'est ce qu'on dit quand on analyse le pouvoir. Le pouvoir en lui-même n'est pas une bonne ou une mauvaise chose. Tout dépend de ce que vous allez faire de l'énergie qu'on appelle le pouvoir. Donc, et là, c'est vraiment l'image qui me vient quand on parle de champ d'information formé par des particules élémentaires au niveau quantique. Alors, au niveau spatial, antispatial, donc on est en dehors du temps, en dehors de l'espace, hein, c'est la leçon qu'on peut apprendre de la physique quantique. Antispatial, parce qu'on pensait que les atomes étaient liés par la loi de la gravité. Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est anti-espace. Je vous invite à regarder l'expérience de la double fente. En fait, quand on projette des particules au travers d'une fente, elles forment une ligne, ce qui est parfaitement logique, hein, de l'autre côté de la fente, hein, de l'autre côté de cette fente par laquelle elle passe. Si on met en face du projecteur de particules une plaque avec 2 fentes, nous n'avons absolument pas 2 lignes de l'autre côté sur le mur sur lequel ces particules sont projetées, mais nous avons des vagues, c'est-à-dire une multitude de lignes. Donc encore une fois, regardez, là je vous ai mis à droite donc une vidéo qui a été faite pour expliquer ça de façon beaucoup plus concrète, ces expériences, et de façon très ludique d'ailleurs, parce que c'est un dessin animé qui est très bien fait. Donc antispatial, donc les particules ne respectent pas les lois spatiales, et probablement anti-temps. Alors qui dépendent de l'observateur. Et là,
l'observateur, les scientifiques se sont dit, c'est bizarre tout de même, qu'est-ce qui se passe au moment où ils franchissent donc ces fentes, les particules font absolument ce qu'elles veulent, et elles se déplacent comme des vagues. Et donc, ils ont installé des caméras juste au moment pour voir ce qui se passait au niveau des fentes. Et ben, du coup, les particules n'ont pas du tout apprécié et donc se sont remis à faire de lignes. Donc, chaque fois qu'il y a un observateur, les particules changent de comportement. Alors ça, c'était vraiment complètement aberrant. C'est complètement en dehors des lois de la logique qui étaient actuellement en cours à cette époque-là. Donc, ce champ d'information, donc en langage un peu plus scientifique, donc réagit selon qu'il soit observé ou non. Non observées, les particules forment des vagues. Si elles sont observées, elles forment des lignes. Donc, personne ne sait pourquoi encore. Hein. Donc, nous participons donc à ce champ d'information comme observateurs, mais nous changeons, nous modifions comme observateurs, nous modifions le potentialité de ce champ d'information. Donc, regardez cette docteur quantique, je pense que ça s'appelle, sur YouTube, cette vidéo qui est tout à fait, qui dure 10 minutes et qui vous explique ce que je viens de vous dire de façon beaucoup plus claire. Alors, observation 2, alors toujours dans le champ quantique, hein, les scientifiques ont pris deux particules, les ont séparées, les ont éloignées l'une de l'autre de façon assez considérable, mais ils se sont aperçus, et là aussi c'est pas du tout logique, que si une particule agit d'une façon ou on la fait agir d'une façon à un moment donné, l'autre particule réagit exactement de la même façon, ce qui n'est absolument pas possible rationnellement. Donc là, la loi quantique ne respecte pas les lois rationnelles qu'on avait trouvées qui, nous l'espérions comme humains, étaient définitives. Pas du tout. En conclusion, donc, l'information circule plus vite que la vitesse, puisque les deux particules ont exactement le même comportement différent, même si elles sont éloignées de distances considérables. Hein, donc, ça aussi, hein, ça remet en cause une loi physique essentielle. Hein, donc, l'information circule très très vite. Hein. Pensez aux expériences de télépathie qui sont peut-être tout à fait possibles hein, dans le cas d'une approche quantique. Hein, donc, puisqu'on baigne dans le même système d'information et que quelque part, les particules vont réagir comme ici et maintenant, comme ce que vous êtes ici et maintenant. Et que la symbiose, donc deuxième conclusion, la symbiose et la coopération entre les éléments sont peut-être beaucoup plus importants que la pensée. L'information, les particules comment dire, sont en lien, quel que soit le niveau, l'espace qui les sépare. Donc on peut imaginer qu'il y a une coopération, qu'il y a une symbiose entre des éléments qui sont très éloignés les uns des autres. Imaginons que vous puissiez élargir ces lois quantiques à l'être humain, vous voyez tout de suite ce que ça peut signifier. Donc il y a une forte coopération entre les êtres humains et que tout est lié, quoi. Et que nous sommes beaucoup plus liés, donc probablement par ce qu'on appelle une conscience, un champ énergétique, nous sommes beaucoup plus liés les uns aux autres que ce que nous pensions à l'origine. Observation numéro 3. En parallèle de ces sciences quantiques, on a vu émerger, et cette fois-ci je suis dans le domaine de la psy, hein, des psychologies, on a vu émerger toute une recherche sur la conscience. Alors, la recherche sur la conscience a quasiment explosé depuis les années 2000-2005 à peu près. Je dirais une petite vingtaine d'années, mais c'est vraiment tout récent hein, en termes de recherche scientifique, avec Chalmers, hein, le premier qui a commencé à parler de conscience. Donc, alors ça a remis tout à fait en cause, la science quantique a remis complètement en cause les théories sur lesquelles nous travaillons jusqu'à présent, dont la dont l'analyse hein, freudienne, etc. Et on s'aperçoit qu'elle est complètement dépassée, voire peut-être dangereuse. Parce que si nous sommes tous liés les uns aux autres, travailler sur le développement de l'ego d'un seul individu sans tenir compte et de son environnement et au plus large paraît extrêmement dangereux.
Donc la conscience est un produit donc, de l'univers pour les dernières découvertes, oui, découvertes scientifiques et non le cerveau, hein. Donc le cerveau est seulement le coordinateur d'informations reçues de cet immense champ quantique. Certains parlent de champ akashique, donc qui serait l'univers, ce champ d'informations dont on vient de parler. Donc, et le cerveau ne ferait que piocher, entre guillemets, dans cet immense réservoir d'énergie. Et nous serions, comme je vous le disais, beaucoup plus interconnectés que ce que nous pensions. Alors, quelles conclusions en tirer des découvertes sur la loi quantique? Donc, je vous le disais, pour résumer, l'univers est un champ d'énergie global, un champ de potentialité aussi, nous pourrions dire, hein. Tout est possible, tout peut arriver de ce champ d'énergie, tout dépend comment on va l'utiliser. Mental, physique, la potentialité devient toujours action quand elle passe par le filtre du mental ou du physique, c'est-à-dire dans ce champ d'énergie, l'esprit ou la matière va piocher, va se servir, hein, pour transformer ce champ d'énergie en action, hein. Donc ça passe par le mental, ça passe par le physique, ça passe par l'émotion aussi. Donc ça aussi, la vie a besoin de soins et de relations et de coopération pour exister et pour se développer. Parce que ce champ quantique, tout montre qu'il faut en prendre soin parce qu'il est tout de même limité, hein, en ce qui concerne la planète Terre. Tout est basé sur les relations et la coopération. Le monde ne serait qu'un. Et nous sommes partis de ce monde. Il y a une unité dans ce monde. Encore une fois, loi de l'interconnexion. Le vrai et le faux cohabitent. Rappelez-vous, les particules soit forment une ligne, soit forment des vagues. Où est la vérité là-dedans? On n'en sait rien. Tout dépend de l'observateur. Donc, être très prudent sur ces jugements parce que vrai ou faux, personne ne sait. Ce qui est vrai ou faux un jour peut être le contraire le lendemain. Et les pratiques de développement personnel sont des portes pour expérimenter l'unicité dont je parlais et qui est décrite par la physique quantique. Donc se développer et développer toutes les parties qui nous composent, les 4 parties, corps, esprit, émotion et spiritualité, sont importantes pour comprendre qui nous sommes dans ce monde interconnecté et quel est notre rôle. Quel rôle doit-on jouer dans ce monde interconnecté? Donc, je vous invite bien entendu à développer ces pratiques de développement personnel qui sont très très concrètes encore une fois et qui peuvent passer par des activités extrêmement concrètes comme aller dans la nature, marcher, etc. Alors si les décideurs comprennent la loi quantique, et on peut l'espérer, quand je dis encore une fois décideurs politiques, économiques, familiaux, ils se changeront eux-mêmes et ils changeront le monde, bien entendu, puisqu'ils restent des décideurs. Alors, le business est nécessaire. Le business, j'ai mis entre parenthèses, pouvoir est nécessaire. Il est neutre, il n'est ni bien ni mal, tout dépend de l'usage qui en est fait. Donc encore une fois, c'est comme le pouvoir. Le pouvoir, n'a pas de connotation positive ou négative. Nous avons tous du pouvoir. Ce que nous en faisons nous appartient. C'est ce que nous en faisons qui peut être moralement condamnable ou non, ou bien ou non, si on peut parler de bien ou de mal, mais c'est un peu réducteur. Donc là, tout champ d'information qui est totalement neutre. Et pareil, le business, pouvoir neutre. Les pratiques de développement, plutôt, qu'est-ce qu'être un être humain ici et maintenant? Qu'est-ce que veut dire être humain ici et maintenant? Important dans le monde actuel. Nous sommes ici et maintenant, quel est notre rôle à jouer? Quels sont les outils à notre disposition? Et chacun a à sa disposition une personnalité bien particulière qui lui appartient de comprendre et de développer. Et intégrer les tensions internes que nous avons tous, hein, c'est normal, hein, sinon nous ne bougerions pas. Donc il faut comprendre nos tensions internes, les surmonter, les transcender, nous dirions, pour prendre sa place dans le monde ici et maintenant. Comment le faire? Les pratiques de développement personnel, que ce soit au niveau corporel, intellectuel, émotionnel et spirituel, pour bien entendu des interconnexions pacifiées
mais pas seulement, c'est pour agir. Moi, je dirais, parce que c'est une croyance, hein, mais c'est la mienne, je pense que c'est surtout pour réaliser la mission qui nous est choisie, qui nous a été donnée ou que nous avons choisi, peu importe. Donc c'est tout un plan. La science quantique change tout de même toute notre philosophie de vie et toute notre approche de vie, et surtout notre approche comme décideur, et parce que nous redevenons décideurs et responsables de notre vie avec cette approche. Et bien sûr, ça nous renvoie au concept de liberté, hein, qui va se situer à l'intérieur de ce champ d'information, et de responsabilité, celle de se développer, de se connaître soi et d'agir en conséquence en fonction de qui on est et de ce que l'extérieur attend de nous au sens le plus large. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous donne ici une bibliographie, hein, qui est les éditions Trait Daniel sur le potentiel infini de l'univers quantique, hein, qui est particulièrement intéressant. Pour écouter la conférence qui est en anglais, hein, puisque c'est sur le site de Edgewalker, donc la conférence est en anglais, donc c'est pour ça que je l'ai retraduite ici en français. Et vous pouvez écouter la conférence entière en anglais, et Chris Laszlo est un conférencier absolument passionnant, donc je vous invite à le regarder si vous êtes à l'aise avec la langue anglaise. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus sur les évolutions, sur la conscience et du leadership, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, hein, qui traite beaucoup de ces sujets qui me passionnent en fait. Vous trouverez également beaucoup plus de vidéos, que vous soyez manager ou chercheur sur mon site, hein, elisabethcario.com. Et évidemment, si vous voulez correspondre avec moi et échanger sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je serai ravie d'échanger et d'apprendre en même temps que vous, puisque c'est au travers des questions qu'on précise sa pensée et qu'on apprend également. Merci pour votre attention.